Bonjour à tous et bienvenue sur C# Business TV. Notre association, toujours à l'écoute de l'économie locale, vous propose aujourd'hui une émission sur un sujet très important qui est de savoir si la cybermenace est le virus de demain. Pour en débattre avec nous aujourd'hui, Arnaud Villader, le dirigeant de la société Aegis Civis, expert en cybersécurité, ancien agent de la DGSE, et à ma droite, Guillaume Bourgeot, directeur du data center de chez Semine. Pour ma part, je serai votre animateur du jour, Fabien Pinon, de la société Captucite. Monsieur Villader, bonjour. Bonjour. C# Business vous a accueilli l'année dernière lors d'une visioconférence sur le même thème. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire pourquoi il est important, voire urgent, d'en reparler ? Écoutez, dans un premier temps, on voit que le contexte géopolitique au jour d'aujourd'hui est un petit peu compliqué. On a pris 2 ans de Covid, où on a vu une explosion des attaques cyber. L'Agence nationale, qui est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a multiplié par 4 ses interventions. Et le conflit qui se passe actuellement en Ukraine, avec un engagement de la France en soutien du pays ukrainien, pas militairement, mais on fournit quand même de l'armement et on a un appui politique, peut engendrer une augmentation des cyberattaques de la Russie sur les pays qui sont en soutien de l'Ukraine. D'accord, merci pour cette remise en contexte. Mathieu Bourgeot, bonjour. Non, moi, c'est Guillaume. Pardon, Guillaume Bourgeot, bonjour. Ressentez-vous également cette urgence ? Tout à fait. Comme le disait Arnaud, aujourd'hui, on a un contexte qui est compliqué et de plus en plus d'entreprises ont décidé de suivre le mouvement, à savoir de déporter toutes leurs données, toute leur informatique dans le cloud et de ne plus héberger leurs données. Et toutes les entreprises sont donc aujourd'hui interconnectées, que ce soit sur le plan local, mais mondial. Et cette interconnexion, même si elle apporte énormément d'éléments positifs, pratiques et utiles, ouvre des failles de sécurité qu'on va aborder par la suite. Ok, merci. Alors, maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Et pour ce faire, j'aimerais savoir, pour que nos éditeurs comprennent bien l'ampleur de ce phénomène, je vais me tourner vers Arnaud, savoir, est-ce que vous avez quelques chiffres concrets pour donner... Alors effectivement, comme vous pourrez le voir sur ce qui est affiché à l'écran, on va avoir sur l'année 2021, on a eu jusqu'à 6 milliards de dollars qui ont été récupérés au niveau des rançons sur la partie des cyberattaques. Alors quand je parle des rançons, il y a aussi toutes les arnaques. On voit de plus en plus les arnaques arriver sur Internet, mais également sur votre smartphone. On a aussi une augmentation des attaques en entreprise. Normalement, toutes les entreprises françaises ont au moins subi des attaques qui sont plus ou moins virulentes, mais on a une augmentation dans ce sens-là. Et il est important de ce fait de vraiment prendre cette menace au sérieux. Comme vous le disiez, la cyberattaque est le virus de demain. Tous les grands spécialistes sur la planète le mettent en avant. On a un gros focus actuellement sur la crise en Ukraine, avec une déstabilisation des hackers russes sur l'Ukraine, qui était fait 6 mois avant l'intervention militaire russe. Donc on voit que ça peut être aussi un moyen de déstabiliser un pays par le biais de cyberattaques. D'accord. Donc c'est effectivement, les chiffres qu'on voit à l'écran sont relativement éloquents, voire pour certains effrayants. Mais concrètement, à quoi peut ressembler une attaque ? Est-ce que vous avez des exemples un petit peu plus précis d'une attaque, d'une cyberattaque ? Une cyberattaque, vous allez avoir plusieurs modes de cyberattaque. Vous allez avoir la première, ce qu'on connaît plus ou moins, c'est le phishing. C'est une façon, le phishing, c'est une façon d'appâter ou d'hameçonner, si vous voulez, la victime. Je pense que tout le monde a déjà reçu un mail vous disant que vous deviez payer en toute urgence des rappels de factures d'électricité, que vous êtes fiché par Interpol comme spécialiste, excusez-moi du terme, de la pédopornographie. On vous demande de tout de suite répondre à un mail frauduleux. Vous avez aussi les ransomware, donc ce sont des rançons qui sont demandées aux entreprises à partir du moment où on a crypté leurs données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est la menace réelle pour l'entreprise. C'est que vous arrivez le matin, vous mettez en marche vos systèmes d'information et il n'y a plus rien qui fonctionne.
tout est connecté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous connectés, que ce soit avec son véhicule à la maison, sur son lieu de travail, on est tout le temps en connexion avec son téléphone. Et de plus en plus. Exactement, et de plus en plus. On est dans un système qui fait que maintenant la réponse doit être immédiate. Je fais une demande, la réponse est immédiate. Si on revient 20 ou 25 ans en arrière, on était sur du papier stylo, on avait le Minitel, on avait un peu plus de temps. Maintenant, c'est vraiment une réponse immédiate et surtout planétaire. C'est-à-dire qu'on peut faire une visio avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde en un claquement de doigts. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc là, il y a vraiment ce risque-là. Donc là, on a parlé du phishing et du ransomware. Je vois sur le slide qui est affiché cheval de Troie. Oui, cheval de Troie. Donc en fait, c'est un virus qui va rentrer dans vos systèmes d'information et qui va tout infecter. Alors soit il va infecter le système d'information immédiatement, soit c'est un virus qui va attendre un moment donné et qui va éclater et qui va faire en sorte que vous n'avez plus accès à vos données. D'accord. Et le dernier? Et donc le dernier, c'est l'attaque à titre partie des vulnérabilités des systèmes de réseau du matériel. Donc en fait, on va figer tout le système informatique de l'entreprise et c'est vraiment une grosse problématique. Ok, donc effectivement, ce sont des exemples très concrets. Guillaume, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, j'ai une question par rapport au fait que quel est l'intérêt pour les pirates en fait d'attaquer des PME, TPE, petites entreprises? Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour eux? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il va y avoir deux grandes méthodes d'attaque par les pirates. Les pirates. La première, qui va pas s'adresser aux PME, ça va être des pirates qui vont décider d'attaquer un État, une ville, une grosse entreprise. Donc là, c'est des gens qui ont décidé, qui ont ciblé leur attaque. Donc ça, c'est le premier type d'attaque. Le deuxième type d'attaque, en informatique, on va utiliser des robots. Et ces robots-là, ils vont, par des adresses mail, par des adresses IP publiques, scanner et attaquer en permanence toute la toile. Aujourd'hui, c'est comme le précisait Arnaud, tout le monde est interconnecté. Toutes les entreprises sont interconnectées. Et donc, là où avant, on avait une surface d'attaque faible, je vous prends l'exemple d'une banque où grosso modo, il n'y avait que les gens du coin qui allaient aller attaquer la banque. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise, quand vous avez un site web, c'est l'ensemble de la planète qui peut vous attaquer 24 heures sur 24 et de manière, entre guillemets, protégée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où va venir l'attaque, ni par qui, mais par contre, vous pouvez être tout le temps attaqué. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux et une révolution en termes d'attaque de votre entreprise. Mais alors techniquement aujourd'hui, je pense que toutes les petites entreprises, moyennes, voire même grosses, ont ce qu'on appelle un antivirus. Tout à fait. Ça sert à quelque chose? Alors un antivirus, tout à fait, c'est très utile. Ça va permettre, on va dire, de résoudre entre 70 et 80% des attaques. La problématique des antivirus, c'est comme avec le Covid. Entre le moment où on découvre le virus, le moment où on trouve une solution pour soit l'éradiquer, soit empêcher qu'il se développe, il y a un temps de réponse parce qu'il faut que les développeurs mettent en place ces correctifs et qu'après, tout votre parc le récupère pour être protégé. C'est un peu comme le vaccin. On met 6 mois, 1 an à faire un vaccin. En informatique, tout va plus vite. On va peut-être mettre 1 semaine, 15 jours. Et donc, cette période-là, entre le moment où le virus est créé et le moment où vous êtes protégé, c'est ce qu'on appelle le 0D. Et ça, aujourd'hui, ça veut dire que pendant, on va dire, 15 jours, 3 semaines, votre parc, il est non protégé. Vulnérable. Et vos données sont vulnérables. Aux attaques. Okay. Il y a un autre élément, typiquement aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on a un antivirus qui s'appelle Kaspersky, qui est un antivirus russe. Donc aujourd'hui, se faire protéger par un antivirus russe, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment protégé? Et c'est un des plus utilisés, je crois, en plus. Il fait partie des gros Voilà, ça fait partie des gros antivirus. Je rebondis là-dessus. Ce qui est important, c'est que, comme le disait Guillaume sur ce 0-day, cette partie-là où on est un peu exposé, seule la sensibilisation du personnel va protéger l'entreprise. D'accord. Et ensuite, concernant Kaspersky, il est important de comprendre que c'est un logiciel russe, qu'il y a des mises à jour qui sont faites
mais on ne sait pas quelles sont les mises à jour. C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise française, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec l'intervention, l'appui de la France à l'Ukraine. Est-ce que les mises à jour qui sont faites par Kaspersky ne vont pas comporter des virus pour infecter les entreprises françaises et forcément impacter l'économie? Bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, un antivirus, c'est primordial. Les autres problématiques qu'il peut y avoir, ça va être toutes les problématiques de configuration du matériel informatique, mais aussi du matériel réseau. Et un des derniers points qui est essentiel, notamment pour les PME et les TPE, ça va être la mise à jour des logiciels, qui n'est pas toujours suivie. Et aujourd'hui, c'est long, c'est coûteux. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas payé la maintenance de leur logiciel, donc ils sont sur des logiciels avec des versions qui ont 1, 2, 3, 10 ans. Et c'est idem pour le matériel réseau. Il y a des fois, on utilise des switches avec des versions qui ont 5, 10 ans, mais ça fonctionne toujours. Ouais. Et en informatique, quand ça fonctionne toujours, ça va très bien à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, avoir un antivirus, ça ne suffit pas. D'accord. Et plus concrètement, aujourd'hui, on parle d'antivirus, donc moi je l'associe plus à un système de boîte mail, mais en fait, d'où peuvent venir toutes ces cyberattaques en fait, finalement? Est-ce qu'il y a d'autres canaux d'attaque de mon entreprise? Oui, donc en fait, sur les différents canaux, vous l'avez ici, hein, le smartphone. Oui. Le smartphone, c'est un ordinateur portable. Donc il y a plein de vecteurs là-dessus qui sont une problématique, que ce soit les mises à jour, que ce soit de télécharger des applications qui ne sont pas téléchargées sur des sites dédiés à ce type de téléchargement. Le premier conseil qu'on va donner, surtout ne téléchargez pas des logiciels gratuits sur des sites gratuits. La plupart du temps, c'est des sites qui comportent des virus et qui peuvent vous infecter. Ensuite, vous avez un autre canal qui sont les mails en entreprise. Donc là, plus le phishing, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais aussi on a l'arnaque au président qui est en pleine explosion. Dernièrement, on est intervenu sur une entreprise qui s'est fait entre guillemets, voler 250 000 euros parce qu'il y a eu une arnaque au président. L'arnaque au président consiste à ce que les hackers rentrent dans une discussion sur votre boîte mail. Donc, ils ont réussi à infiltrer votre boîte mail. Et à partir du moment où il y a une transaction qui est faite, ils vont commencer à s'initier pour se faire passer pour le dirigeant au moment de la transaction. Usurpation d'identité. Exactement. Voilà, donc il y a aussi les SMS. Par SMS, vous avez de plus en plus, je pense que tout le monde a reçu des SMS concernant le CPF, où on vous demande si vous êtes intéressé pour une formation, etc. Vous avez reçu des SMS aussi concernant des colis qui sont bloqués. On vous demande de débloquer les colis. Dernièrement, on est intervenu pour une famille qui s'était fait vider son compte bancaire sur le site leboncoin.fr juste en vendant un matelas. Donc, il y a tous les types d'attaques sont possibles. Parce qu'on va jusqu'à pouvoir demander les coordonnées bancaires via SMS ou mail. Et, exactement. C'est de mieux en mieux fait et on peut se faire avoir exactement. facilement. En fait, ils utilisent un levier qui est l'empathie. Le levier, en fait, ils rentrent l'empathie et ils mettent les gens en confiance. Et à partir du moment où on met les gens en confiance, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et justement, ces personnes-là qui vendaient un matelas, à la fin, ont donné leur compte bancaire. Tellement ils avaient confiance à l'interlocuteur qui était en face. D'accord. Et alors, pour éviter tout ça, pour pouvoir, parce que là, on parle peut-être d'une partie téléphone portable, empathie et tout. Dans l'entreprise aujourd'hui, comment je peux être protégé au maximum, voire totalement protégé de ces attaques? Déjà, la première des choses, c'est la sauvegarde des données. Je pense que c'est plus à Guillaume d'en parler, mais ce qui est important, c'est on a Cemine qui est installé sur la région. Il faut vraiment faire de la sauvegarde en local. C'est important, la proximité, pour ce genre de problème. Tout à fait. Donc, la sauvegarde des données, c'est primordial. Aujourd'hui, il faut avoir minimum 3 jeux de données pour votre entreprise. Les données que vous utilisez en temps réel, les données vivantes, une sauvegarde en local dans votre entreprise pour pouvoir les restaurer rapidement et une sauvegarde déportée et décorrélée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de PME et de TPE qui me disent, ou d'artisans, qui me disent « Non, mais moi j'ai tout mis sur mon Google Drive et comme ça, je suis tranquille. Si mon entreprise elle brûle, je suis tranquille. Ou si j'ai un virus. »
En fait, le Google Drive, ce n'est pas une sauvegarde. Google Drive, c'est une réplication de vos données qui sont soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, sur le Drive, sur le cloud de Google. Ouais. La problématique de ça, c'est que c'est de la réplication temps réel. Ça vous permet, ce qui est super bien, d'avoir toutes vos données tout le temps, partout. Sauf que si vos données elles sont corrompues sur votre ordinateur, elles le seront automatiquement sur votre Drive. Et donc, vous aurez perdu vos données. Donc, une sauvegarde, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un cliché de vos données à un instant T, on va les figer, les protéger et dire, voilà, pendant une journée, pendant 3 heures, il ne peut pas y avoir de modification de ces données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, on va pouvoir avoir plusieurs jeux de sauvegarde pour remonter des données à une semaine, un mois, un an, selon le cas, parce qu'on ne se rend pas forcément compte tout de suite que nos données, elles sont compromises. Un autre élément qui est super important, c'est d'avoir des données en local. Semin a un data center qui a été construit pour ça. Les clients qu'on a, ils mettent soit leur serveur, soit ils nous confient leurs données pour pouvoir y avoir accès rapidement. Rapidement, c'est pas à 2 heures de route à Paris ou alors dans un autre pays. L'avantage aussi, c'est que les gens qui mettent leur serveur chez nous, on va pouvoir, grâce à notre réseau de fibre optique local, permettre aux entreprises d'accéder à leurs données, même si Internet il est coupé. Parce que demain, il n'est pas exclu qu'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, il soit coupé. Coupé, ça veut dire qu'on ne pourra plus accéder ni aux données qui sont à Paris, ni encore moins aux données qui sont en Chine et aux États-Unis. Donc là, voilà, vous avez vos données en local, des liens fibres dédiés entre vos données et votre entreprise. Et avoir des liens fibres dédiés, ça vous permet aussi de réduire votre surface d'attaque. C'est-à-dire que si vous montez un VPN, Arnaud en a parlé tout à l'heure, vers un cloud qui se trouve à l'étranger, potentiellement un VPN, malgré tout, ça a des failles. VPN, juste pour nos un VPN, auditeurs, ça permet quoi? En fait, ça va permettre de créer un canal plus ou moins sécurisé entre votre entreprise et vos données qui sont hébergées sur un cloud. Et permettre peut-être aussi le télétravail. Qui permet exactement, c'est la même chose. Très en vogue en ce moment. Exactement, c'est la même chose qu'on peut mettre en place au sein d'une entreprise directement pour étendre votre réseau sur la toile. L'avantage d'avoir vos données en local, sur des fibres optiques locales, c'est qu'on va pouvoir vous dédier des fibres ou faire ce qu'on appelle du niveau 2, c'est-à-dire que vos données, elles ne passent pas sur Internet, elles vont utiliser des fibres optiques, mais par contre, elles ne sont pas attaquables parce que les données, elles sont sécurisées vraiment physiquement entre les deux. Ok, donc très très technique, mais effectivement, on sent la fébrilité, entre autres, le fait d'avoir évoqué qu'un jour Internet ne fonctionne plus, comment on fait? C'est vrai qu'aujourd'hui, on en dépend tous. Si je comprends bien dans vos propos, que ce soit Arnaud ou Guillaume, on est quand même face à une problématique où le 100% protégé, ça n'existe pas. On est d'accord. Donc, admettons, demain, mon entreprise se fait attaquer. Quels sont les bons réflexes que je dois, moi, chef d'entreprise, avoir pour protéger ou faire? Qu'est-ce que je dois faire? Guillaume? La première chose, on va parler physique et Arnaud parlera de la suite. La première chose à faire, c'est éviter que ça se répande, que ce soit en interne ou ailleurs. Donc, il faut déconnecter physiquement vos ordinateurs et vos serveurs, éteindre vos routeurs. On débranche. Ok. Et après, Arnaud va nous expliquer la suite. Oui, ce qui est important de voir, alors, on est intervenu dernièrement dans plusieurs entreprises qui ont subi des cyberattaques, donc on va vous faire un petit peu un retour de comment c'est vécu en interne et qu'est-ce qu'il faut faire. La première chose, c'est prévenir l'incident. Comme le disait Guillaume, c'est je débranche mes systèmes d'information. Donc ça, si vous avez un directeur des systèmes d'information ou un responsable des systèmes d'information, c'est lui qui va s'en charger. Ouais, mais malgré tout, on a quand même beaucoup de petites entreprises. Exactement. Donc là, c'est à vous de débrancher. Après, débrancher le câble. C'est ça. Ouais, débrancher le câble. C'est la première chose. On coupe l'électricité. On coupe le réseau en tout cas. Le réseau. L'électricité ne suffit peut-être pas. Ah bah si, s'il n'y a plus de courant. C'est plus de courant, il n'y a plus. Ok. Bon. Ce qu'il faut voir aussi sur les TPE et PME, à la différence des grosses entreprises, c'est qu'ils ne sont pas forcément connectés au niveau d'un réseau. C'est-à-dire que j'ai un poste informatique qui n'est pas forcément relié avec les autres postes informatiques de l'entreprise. Donc je débranche déjà le poste, ou je débranche tous les postes par sécurité. Ensuite, je vais prévenir l'ANSSI.
l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. D'accord. Vous avez le site internet qui est www.anssi.fr qui va vous donner toutes les démarches à suivre. Vous avez un autre site qui s'appelle, le site c'est cybermalveillance.gouv.fr qui lui va vous donner des fiches réflexes pour pouvoir réagir et avoir les bonnes méthodes à prendre. D'accord. On voit à l'écran les bonnes pratiques. Exactement. Je pense qu'elles sont dedans. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, une fois que vous avez prévenu l'ANSSI, vous allez déjà faire une réunion de crise. C'est important. Dans l'entreprise. En interne dans l'entreprise. Nous, ce qu'on voit quand on arrive dans une entreprise qui s'est fait cyberattaquer, c'est la sidération du chef d'entreprise et la direction. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il faut s'imaginer, prenez 2 secondes, vous imaginez, vous arrivez dans votre entreprise, vous branchez vos ordinateurs, impossibilité d'avoir accès à quoi que ce soit. C'est comme un cambriolage. C'est comme un cambriolage, sauf que le cambriolage, vous avez un choc émotionnel sur le fait qu'on est rentré dans votre vie intime. Là, vous avez un choc émotionnel sur le fait de vous dire demain, je risque de mettre la clé sous la porte. Ouais. Et tout ça, la plupart du temps, on voit sur les entreprises sur lesquelles on est intervenu, ce sont des gens qui n'ont pas fait d'audit de leur système d'information, qui n'ont pas fait de sensibilisation, qui n'ont pas fait de sauvegarde sur du local, qui ont fait de la sauvegarde sur du cloud ou à l'étranger. Donc déjà, ça amène des difficultés par la suite. Une fois que vous avez prévenu l'ANSSI, que vous êtes allé sur le site Cybermalveillance, que vous avez mis en place votre gestion de crise, vous allez avoir la communication. Qu'est-ce que je dis auprès de mes partenaires? Qu'est-ce que je dis auprès de mes salariés? Et qu'est-ce que je ne dis pas surtout? Ouais. Ce qu'il faut voir la plupart du temps, c'est quand vous êtes fait hacker, les hackers lancent des informations, généralement c'est via Twitter, par des canaux spécifiques, et ils vont donner le nom de l'entreprise qu'ils ont hacké. Nous, on a des entreprises qui se sont faites cyberattaquer et qui ont été mises au courant via les réseaux sociaux, avant d'arriver le lundi au travail. Donc leurs clients le savaient presque avant eux. Exactement. D'accord. Donc ça engendre des problématiques. Perte de confiance des clients, perte aussi de l'image de l'entreprise. Et comme vous le savez, quand on rentre dans une crise, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on en sort. Donc là, on a une problématique là-dessus. Communication. Ensuite, vous avez tout ce qui est enquête. C'est-à-dire que je vais être obligé de monter mon dossier pour déposer plainte. Donc là, il faut prendre un expert cyber. Nous, on met en place des experts cyber qui vont voir par où c'est arrivé et qui vont monter un dossier en vue de le proposer et de le présenter à la gendarmerie pour le dépôt de plainte au niveau du parquet. Et ensuite, vous avez aussi toute la partie structuration, restructuration du réseau informatique. C'est important. C'est-à-dire que là, il va falloir que je me dise, je ne peux pas utiliser mon réseau informatique que j'ai actuellement, parce qu'on ne sait pas où est le virus, on sait pas, mais on sait qu'on a été piraté, donc tout ça, je ne peux plus l'utiliser. Il va falloir remonter un réseau informatique, refaire une boîte mail, etc. Et c'est là où c'est important d'avoir ces mines en local, parce qu'ils vont pouvoir appuyer là-dessus, mais aussi d'avoir un plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Ce que fait ces mines dans ce sens-là, parce que j'ai été cyberattaqué, mais comment je me relève? Nous, on a des entreprises qui perdaient jusqu'à 75 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et ça a duré pendant des mois. Est-ce qu'après la pandémie, pendant les 2 ans de pandémie où j'ai perdu de la trésorerie, si aujourd'hui je me prends une cyberattaque parce que je n'ai pas fait de la sensibilisation, je n'ai pas fait des audits, est-ce que je suis prêt à pouvoir continuer mon activité? Oui, et comme on le voyait tout à l'heure, on a peut-être vu les chiffres, mais on n'en a pas forcément parlé, mais les chiffres disaient, je les reprends sur ma petite tablette, 100% sur 100 entreprises, 43 ne se relèvent pas suite à un sinistre, 29 ferment dans les 2 ans et seulement 28 survivent. Exactement. C'est une entreprise sur 4 qui va en fait s'en donc sortir. Le plan de reprise d'activité. En fait, il y a 2 étapes là. Aujourd'hui, si je suis chef d'entreprise, la première chose, c'est de dire je fais appel à Arnaud pour faire un audit de toute mon informatique et de mes pratiques informatiques, on va dire, au sens large. Donc ça, c'est en amont, ça. Ça, c'est en amont, c'est la première chose à faire. Avant de se faire attaquer. Okay. Et après, c'est se faire accompagner pour remettre en place la manière de se protéger ces données. Et si malgré la protection, j'ai été attaqué, comment faire pour demain, pour faire repartir, ou en tout cas pour continuer à travailler avec des données. Ouais, réactiver Voilà. et donc vraiment, remettre mon entreprise en route. Deux actions principales. Et il y en a une. Audit et plan de continuité. Une qui vient en continuité de l'audit, et on en a parlé un tout petit peu avec Arnaud tout à l'heure, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Ouais, concrètement, c'est quoi? C'est formation? Alors ça,
pour moi, c'est, avec la sauvegarde des données, c'est la pièce de voûte. En fait, on a 80% des attaques qui sont dues à du facteur humain. Sur ces 80% d'attaques-là, si on sensibilise le personnel en entreprise, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec le compte professionnel de formation, vous avez des subventions aussi qui sont mises en place avec les OPCO. Cette formation-là ne vous coûte rien au chef d'entreprise, mais il réduit drastiquement le prisme d'attaque sur son entreprise. Donc sensibilisation sur 4 heures, où là, on va pouvoir expliquer aux employés, collaboratrices, collaborateurs de l'entreprise, qu'est-ce que sont les différents types d'attaques, leur montrer des exemples de types d'attaques. Et forcément, l'avantage de tout ça, c'est que ils vont sécuriser leur entreprise, mais en même temps, ils prennent soin de leurs salariés parce que ce qu'ils apprennent sur cette sensibilisation-là, ils le ramènent à la maison. Et donc forcément, à la maison, c'est des bonnes pratiques. C'est des bonnes pratiques. Imaginez un employé qui, le soir, était sur le bon coin, comme je vous expliquais tout à l'heure, s'est fait vider son compte bancaire dans l'état psychologique dans lequel il va arriver le lendemain au travail. C'est la même démarche que pour les sauveteurs secouristes en formation. On amène une partie de la formation chez soi et donc là, vis-à-vis de la cyberattaque, on est dans le même cas. Exactement. Donc, ok, on a fait un petit tour de tout ce qu'on pouvait mettre en place. Clairement, concrètement, pour nos auditeurs, combien ça peut coûter? Est-ce qu'il faut que je fasse appel à un spécialiste? Est-ce qu'il faut que je puisse, moi, mettre tout seul en place des choses? Et en termes de coûts, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, aujourd'hui, le DSI, on va dire, la personne en charge de l'informatique dans une entreprise, quand il y en a un, sinon c'est le chef d'entreprise, bien sûr. On va dire, le plus compliqué en fait pour le responsable informatique, ça va être d'aller expliquer à son directeur, à sa direction, qu'il alloue du budget pour faire ça. Aujourd'hui, la NSSI estime qu'il faut entre 4 à 6% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour protéger son entreprise en termes de sécurité informatique. Et dans la protection, il y a aussi le PRA. Donc dans la protection, c'est ce qu'on a dit. La reprise et la formation et l'amont et l'aval. Exactement. Donc 4 à 6% du chiffre d'affaires, aujourd'hui, la grosse majorité en sont très très loin. D'accord. C'est important. En fait, cet investissement-là, de ces 4 à 6% du chiffre d'affaires, sera toujours moindre que si on se fait cyberattaquer demain. Je vais donner un exemple, une entreprise qui s'est fait attaquer dernièrement pour qui on a intervenu. On a mis ce qu'on appelle une task force, on met un spécialiste cyber, on met un spécialiste gestion de crise, une spécialiste communication de crise. En fait, cette entreprise-là a perdu 450 000 €. Et si elle l'avait fait en amont, parce qu'une fois qu'on a fait l'enquête, on a vu par où c'était rentré, c'était à nouveau une erreur humaine et une erreur bête. Mais tout ça a fait que les partenaires et les clients étrangers de l'entreprise ne voulaient plus en entendre parler. Destruction aussi de l'image de l'entreprise par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment important, il faut vraiment prendre cette problématique-là au sérieux. Et quand je suis patron d'une TPE ou d'une PME, si j'ai pas envie d'investir dessus, je reviens sur les sites internet de l'ANSSI et de cybermalveillance.gouv, où là vous avez des fiches réflexes. Vous avez des fiches qui sont mises en place. Nous, on est experts cyber labellisés sur le site cybermalveillance. Vous pouvez nous contacter et on peut vous aider et vous donner des conseils. Et on est aussi également, via l'ANSSI, on est expert terrain. Et donc avec ça, on va pouvoir nous appuyer des entreprises, des collectivités, des hôpitaux, avec des subventions qui ont été mises en place par l'État. Ces subventions-là ne concernent pas les entreprises. Et j'insiste sur un point aussi qui est important, en fait, j'ai omis d'en parler tout à l'heure, mais concernant les assurances. Oui. Il est vraiment primordial que les entreprises aujourd'hui revoient avec leurs compagnies d'assurance quelles sont les clauses par rapport à la cybersécurité. On a fait trop d'interventions dernièrement sur des entreprises qui, au moment de l'attaque, se sont retournées vers leur assurance et on leur a dit c'est pas pris en charge. Désolé, ça rentre pas dans le contrat. Ouais. C'est dans les petites lignes, donc ça, c'est super important. Une prise en charge des assurances à l'heure actuelle prend en charge l'intervention de spécialistes, prend en charge s'il y a des gens qui sont obligés d'être mis en chômage partiel. Donc déjà ça fait ça en moins qui est pris dans la trésorerie pour continuer l'activité de l'entreprise. C'est important. En revanche, concernant les rançons, de moins en moins, et je crois que maintenant, aucune assurance française ne paiera les rançons. Dans tous les cas, ce qui est demandé par l'État, c'est de ne pas payer la rançon. D'accord. Mais c'est difficile, parce que je suis chef d'entreprise, j'ai la responsabilité de famille. Si je ne paye pas la rançon, je mets la clé sous la porte, je mets des salariés dans la panade. Exactement. Donc là-dessus,
l'État dit de ne pas payer la rançon. Après, le chef d'entreprise, lui, prendra la décision à ce moment-là. J'ai des chefs d'entreprise qui me disent qu'ils ne paieront jamais la rançon, et il y a des entreprises qui paient la rançon. Se pose la question qui l'a payé. Ah non, mais qui l'ont payé. Okay. Exactement. Très bien. Bon, avant de conclure, une petite question à vous deux. Comment vous voyez l'avenir ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens, de toute façon, sont de plus en plus sensibilisés. Il commence à y avoir une étincelle qui fait que les gens commencent à mettre des choses en place au niveau de la cybersécurité. Mais de toute façon, à terme, notamment avec toutes les différentes certifications qui sont imposées aux entreprises, notamment, ça vient souvent des grosses entreprises, voire de l'État, pour pouvoir être référencié, pour pouvoir répondre à certains appels d'offres. Ces certifications, CEMIN a notamment passé l'ISO 27001 cette année, qui est une certification sur la protection des données. Ces certifications nous imposent de faire ces éléments de sécurité, à savoir les plans de prévention, la formation, les plans de reprise d'activité en cas de problème. Et aujourd'hui, on se rend compte que les grands groupes imposent aux sous-traitants, donc ça peut être des PME de Chartres, des TPE de Chartres, imposent aux sous-traitants d'avoir les mêmes niveaux de certification pour travailler avec elles, pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Donc je pense qu'à terme, ça fera un peu effet boule de neige et que de toute façon, il faudra que les entreprises aient ces certifications et donc la protection de leurs données et la reprise d'activité en cas de problème. Moi, je rejoins ce que dit Guillaume. Je pense aussi à plus ou moins long terme que les entreprises vont avoir une obligation de sécurisation cyber, comme actuellement pour la sécurité incendie. Les assurances pourront couvrir, en cas de cyberattaque, uniquement, ça c'est une supposition, je pense que ça va revenir, ce n'est pas le cas actuellement, mais je pense qu'il va être mis en place cette obligation-là de sensibiliser le personnel, de faire un audit une fois par an, de sauvegarder les données de l'entreprise, que tout ça justifie que moi, chef d'entreprise, j'ai pris des mesures pour sécuriser mon entreprise face à ces attaques. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas attaqué, que je ne risque pas de me prendre en rançon, mais j'aurais pris ces mesures-là et donc je pourrais être appuyé pour les assurances pour m'aider à continuer mon activité ou reprendre mon activité. Avec un risque, je pense, d'attaque de plus en plus important. En fait, on ne se pose pas la question si on va être attaqué. On va être attaqué. Ouais. Un peu comme le Quoi qu'il coronavirus. arrive. Tout le monde aujourd'hui a été plus ou moins en contact avec le virus. La question, c'est est-ce qu'on a fait le nécessaire pour se protéger et pour s'en remettre. D'accord. C'est le principe du vaccin. Et aujourd'hui, ce qu'on disait, voilà, avec les certifications, avec tout ce qu'on entend parler, les médias, ainsi de suite, il y a beaucoup d'entreprises, là encore, qui profitent de la situation et qui veulent vendre de la cybersécurité et qui n'ont pas forcément les références. Arnaud, il a des références, il est inscrit à la NSSI, il est reconnu par la NSSI. Et ça, aujourd'hui, voilà, il faut faire attention et pouvoir joindre quelqu'un qu'on connaît et pas quelqu'un qui est... qui n'existe pas vraiment ou qui est loin, c'est compliqué aujourd'hui. Donc avoir des références et connaître les gens avec qui on travaille, c'est à mon sens primordial. Ce qui est important, c'est qu'il faut voir que il ne faut pas faire peur aux chefs d'entreprise. Ce n'est pas le but. On est vraiment sur de la prévention. Ce n'était pas l'objet de l'émission. Exactement, merci. Mais généralement, quand on voit le chef d'entreprise, il se dit oui, la cybersécurité, tout le monde en parle. On essaie de nous faire peur pour vendre de la prestation. C'est pas faire peur, c'est que la menace, elle est là, il y a un danger, les grands spécialistes planétaires le disent, et on l'a encore vu avec le conflit ukrainien, avec les cyberattaques qui ont eu lieu c'est d'autant sur place. plus vrai de nos jours, ouais, Exactement, pas plus tard que la semaine dernière, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais sur C8, l'émission a été apparemment hackée, il y a plusieurs chaînes qui ont eu des soucis par rapport à ça, on a eu le problème avec TV5 Monde il y a plusieurs années en arrière, il y a un risque. Ouais. Et est-ce que le chef d'entreprise, tout de suite, est prêt à mettre ce risque-là de côté pour continuer, alors qu'il pourrait mais juste sensibiliser, juste faire de la sauvegarde de données, juste avec ça, ça ne va pas lui coûter des milliers et des cents, mais il va quand même se protéger. C'est important. En fait, il faut qu'il se pose la question, est-ce que demain, j'ai plus d'informatique, plus du tout d'informatique, est-ce que je peux continuer à travailler et à répondre à mes clients? Est-ce que demain, si toutes les données de mes clients, des projets sensibles, ça peut être des plans, ça peut être
Est-ce que si demain c'est divulgué sur la toile, ça me pose un préjudice, une image de marque, et est-ce que je ne vais pas perdre mes clients définitivement? Il y a une autre problématique par rapport à ça, c'est le RGPD. Alors, on n'en a pas parlé, mais à partir du moment où j'ai des données qui ont été extraites, qui sont diffusées sur la toile, si je n'ai pas répondu aux normes RGPD, je peux me retrouver avec un procès par rapport à ça. Alors, un, je me suis fait cyberattaquer, et deux, je me prends un procès. Donc après, c'est un millefeuille avec tous les ennuis qui en découlent. On se rend bien compte de l'ampleur du sujet. On pourrait, je pense, en débattre encore pendant des heures, hein, surtout avec des personnes aussi éclairées que vous. Donc un grand merci à vous deux. Merci à vous. Pour nous avoir apporté toutes vos lumières. Si je résume rapidement en 3 mots, sensibilisation, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure. Action d'audit pour anticiper et se protéger, et budget, prévoir un budget. Et sauvegarde des données, très important. Et sauvegarde des données locales. Exactement. C'est ça. Hein. Exactement, Okay. pour pouvoir les récupérer rapidement. Très bien. Et ben, en tout cas, merci à vous. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis sur cette émission, en espérant qu'elle vous ait apporté des éclairages et surtout des solutions pour pouvoir vous protéger. On vous le souhaite. Je vous invite à retrouver toutes nos activités et nos prochaines manifestations sur le site de C# Business. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.